Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, merci aussi à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour une nouvelle conférence consacrée à des travaux de recherche, à mon sens vraiment extraordinaires. On va en parler des travaux de recherche en neurosciences et en neurochirurgie qui permettent désormais à des personnes atteintes de paraplégie, c'est-à-dire paralysées des membres inférieurs à la suite d'une lésion de la moelle épinière, de pouvoir se mettre debout, de pouvoir marcher à nouveau et aussi de pouvoir pratiquer des activités comme par exemple le vélo ou la natation. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Je vous remercie d'accueillir nos deux invités, Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine. Merci. Mais vous installez. Installez-vous ici, voilà. Merci d'être avec nous. On vous réserve une petite surprise en plus. On aura un autre invité avec nous tout à l'heure. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Je vous présente, bien sûr, Jocelyne Bloch. Vous êtes neurochirurgienne au Centre hospitalier universitaire vaudois. Vous êtes également professeur de neurosciences ici, à l'EPFL. En un mot, puisqu'on essaye d'être clair sur tous les mots qu'on utilise. C'est quoi la neurochirurgie? On pense tout de suite à faire des opérations sur le cerveau. C'est pas seulement ça. C'est ça, en fait. Cerveau et moelle épinière. Cerveau et moelle épinière. Et aussi la colonne vertébrale, exactement. C'est la colonne vertébrale, c'est bien ça. Et Grégoire Courtine, vous êtes neuroscientifique, professeur à l'EPFL. À vous de jouer. Un neuroscientifique, c'est qui, il fait quoi? Science du cerveau et de la moelle épinière, pour le coup. Donc on s'intéresse à comprendre les mécanismes qui nous permettent de penser, marcher, se mouvoir. Et puis les problèmes qui surviennent, comme la paralysie, et des traitements pour remédier à ces maux. D'accord. C'est important, cette complémentarité, je dirais, entre vous et dans une équipe. J'imagine que ça permet d'accélérer quand même pas mal les recherches. Expliquez-nous ça. C'est vrai que le neuroscientifique a les idées, il essaye de comprendre les mécanismes, mais au moment où il va falloir passer à l'application chez l'homme, c'est-à-dire mettre en route les traitements, le médecin est important. Et surtout, dans notre exemple, quand on met des implants et quand on fait des chirurgies, là, il y a besoin vraiment d'une grosse équipe médicale et des chirurgiens. Vous êtes une équipe de combien finalement? Parce que vous avez monté un centre. Absolument, on a monté un centre ensemble pour vraiment mettre en valeur notre synergie. Bon, on va vous en parler justement. Ouais. Il y a une 60aine de personnes maintenant qui travaillent. 70 avec nous. À peu près, oui. Ouais. 60-70. Avec des métiers très complémentaires, on peut en citer quelques-uns? Des physiothérapeutes, des ingénieurs, des biologistes, des médecins, des infirmiers, enfin, vraiment tout ce qui est important pour faire marcher. Très bien, on a hâte de découvrir votre présentation. Je vous invite à aller profiter de ce pupitre et je vous laisse, si j'ose dire, opérer. Rebonjour. Alors, comme l'a dit Fred, on s'intéresse beaucoup à la paraplégie. Et vous avez bien compris qu'on développe des nouveaux traitements. Et là, vous allez voir deux personnes qui sont nos héros, nos patients paralysés qui remarchent. Vous avez d'un côté David, de l'autre côté Michel. Ces deux personnes ont eu un accident il y a quelques années et puis se sont retrouvées en chaise roulante. Et puis, grâce au traitement qu'on a développé tous ensemble, ils ont pu se tenir debout à côté de nous. Et vous les voyez, vous les verrez un peu plus dans la présentation qui va suivre. Mais ce que j'aimerais vous montrer avant tout, c'est le drame de la paraplégie. Donc imaginez-vous, du jour au lendemain, ce sont souvent des jeunes sportifs qui sont en pleine activité, et puis il y a un truc bête qui leur arrive, et c'est fini. On ne peut plus marcher du jour au lendemain, et c'est quelque chose qui semble définitif. Ici, vous allez avoir le témoignage de David, qui vient d'avoir vu son accident de gymnastique et qui vous l'explique. Is this the accident? Yep. Yes, many years ago.
Donc David, c'était vraiment un champion de gymnastique. Et ce salto, il s'est retrouvé paralysé pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Donc une lésion de la moelle épinière, imaginez-vous, le cerveau, en continuité, nous donne toujours des commandes pour bouger. On ne s'en rend même pas compte, mais tout le temps, notre cerveau est en train de décharger des commandes. Et puis ces commandes, elles sont sur cette autoroute qui est la moelle épinière, elles restent arrêtées à l'endroit de la lésion, de là où il y a eu la fracture, là où il y a eu cette lésion de la moelle épinière. Donc, toute la partie basse de la moelle épinière que vous voyez, elle est déconnectée. Elle n'a plus les commandes du cerveau. Donc, au moment où David veut bouger, il donne la commande, elle reste arrêtée à la lésion et les jambes ne bougent pas. Donc, il y a quelques années déjà, même plusieurs décennies. 2 décades, je pense. Maintenant. Voilà. Grégoire et son équipe à l'époque aux États-Unis avaient pensé à réactiver la moelle épinière lombaire, donc la partie inférieure de la moelle épinière qui active les jambes, avec des stimulations électriques. Explique-nous un peu plus, Grégoire. Alors, des stimulations électriques, oui, mais complexes. C'est-à-dire que l'approche consiste à aller stimuler la moelle épinière au bon endroit et au bon moment, de sorte à reproduire la manière dont le cerveau l'activerait naturellement pour marcher. Donc on parle de stimulation spatio-temporelle, on aime bien utiliser le mot biomimétique aussi, parce qu'on essaie vraiment de mimer la manière dont la moelle épinière est activée naturellement. Et vous voyez là un rat qui devrait être normalement complètement paralysé. On le stimule, l'animal marche, continue. On éteint la stimulation, immédiatement, il redevient paralysé. On rallume la stimulation, immédiatement, l'animal se met à remarcher. Donc la stimulation électrique va réactiver cette moelle épinière qui est sous la lésion, intacte anatomiquement, mais dans un état un peu dormant du fait de l'interruption des commandes avec le cerveau. Mais ce n'est pas le seul effet de la stimulation. L'autre surprise, c'est que les fibres nerveuses résiduelles, donc le fameux autoroute dont parlait Jocelyne, qui est explosé à 95%, a quand même quelques petits passages épargnés. On voit toujours ça chez les patients. Ces fibres épargnées permettent du coup au cerveau d'aller contrôler cette marche. Et je voulais l'illustrer par ma vidéo préférée. Donc l'animal là a ce qu'on appelle une contusion sévère, quand on va le retrouver chez des patients paralysés. On stimule électriquement et puis vu que le tapis roulant marche, il se met à marcher d'une manière un peu automatique. Et là, on va approcher un délicieux morceau de chocolat suisse. Et vous voyez que le rat est excité, veut approcher le chocolat. Alors le cerveau envoie des commandes vers la moelle épinière sous la lésion, de sorte à activer les muscles des jambes pour sauter, comme vous allez voir. Et puis maintenant, on enlève le chocolat, l'animal devient frustré. Alors là, le cerveau va être capable d'éteindre cette marche automatique. Ça veut dire que non seulement la stimulation électrique réactive la moelle épinière, mais elle permet aussi aux fibres résiduelles, silencieuses sans stimulation, de devenir effectives pour contrôler la marche. Et de ce fait, vous voyez, l'animal maintenant, là, volontairement, peut tenir debout et quand elle le décide, va se mettre à courir vers notre délicieux morceau de chocolat suisse. Et puis ce petit rat, qui a marché dans le laboratoire de l'EPFL à 100 mètres d'ici, est devenu une star mondiale. Il a fait la une du New York Times, dans les médias du monde entier. Et je me rappelle, en 2012, alors, une pression incroyable, parce que cette pression médiatique... Je savais qu'il y avait une énorme différence entre le petit rat paralysé qui marche dans le laboratoire sophistiqué de l'EPFL à une thérapie qui puisse permettre à David et Michel de faire quelques pas. 2 challenges pour moi. 1, technologique. Il fallait vraiment développer la technologie appropriée pour l'être humain. C'est pour ça en fait que je suis venu à l'EPFL, c'était en 2012. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment il y a eu Patrick Abicher, président de l'EPFL, je suis retrouvé dans son bureau, il a dit on crée le centre de neuroprothèse, qui maintenant est devenu l'Institut NeuroX, où on va développer justement toutes ces technologies, ces neuroprothèses. Ça me semblait extraordinaire. Je lui ai dit mais je viens à une seule condition, il faut qu'il y ait des cliniciens avec qui je puisse travailler, en particulier un neurochirurgien. Il m'a dit non, ce sera une neurochirurgienne. Parce que Jocelyne Bloch, qui a passé 2 ans dans mon laboratoire de recherche, adore la recherche justement et pas seulement la médecine. Elle est passionnée dans le développement de nouveaux traitements. Et c'est là que Jocelyne, en juin 2012, est venue voir le petit rat paralysé qui remarchait. Tu t'en rappelles, Jocelyne? 2012, la première fois que j'ai vu le rat paralysé, il m'a dit « Est-ce qu'on peut aller maintenant chez l'homme ?» Ça semblait facile, non? C'était facile, enfin c'était magnifique de le voir et de le constater, mais c'est vrai qu'il y avait un challenge. Disons, parce que chez l'homme, les implants ne sont pas disponibles sur le marché. Donc il fallait essayer de trouver des implants disponibles, parce qu'on a des offices réglementaires qui sont très exigeants avec nous,
qu'on pouvait implanter chez des patients leur permettent de faire la thérapie qui avait été développée chez le rat, c'est-à-dire cette stimulation biomimétique, stimulée au bon endroit, au bon moment. Précision suisse. Exactement, vous voyez. On n'est pas au Rolex Center, mais c'est la précision suisse. Et donc, il était important de trouver ces implants pour faire la thérapie. Donc, comment est-ce qu'on a fait? On a contacté Medtronic. Medtronic, c'est une grande boîte qui fait tous les implants pour traiter les patients parkinsoniens, des patients qui ont des douleurs chroniques et chez lesquels on met des électrodes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je fais tous les jours. Néanmoins, c'était une nouvelle application et c'était aussi un nouveau moyen de stimuler les patients. Il fallait le faire en temps réel à différents endroits et ça, on n'avait encore jamais fait. Donc ils nous ont vus et tu te souviens, vous êtes allés tous à Minneapolis les rencontrer en leur disant ce qu'est le projet. Et puis eux, ils disaient, mais on n'a pas ça. Alors qu'est-ce que vous avez discuté? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? En fait, on a un peu du bidouillé, utiliser des technologies que Jocelyne utilise au quotidien pour traiter ou la douleur ou les parkinsoniens, mais qu'on a complètement modifié. Donc vous avez compris, il fallait stimuler la moelle épinière. Donc ça veut dire, mettre un champ d'électrode. Donc pour ça, on a utilisé un champ d'électrode que Jocelyne utilise d'habitude pour traiter la douleur. Alors, il n'est pas optimal, mais c'était suffisant pour la preuve de concept. On l'a lié à un stimulateur, comme un pacemaker, en fait. C'est la même technologie que pour stimuler le cœur. Là, c'est normalement pour la stimulation cérébrale profonde. Là, on l'a utilisé pour la moelle épinière parce que, grâce à ce stimulateur, on a pu construire un pont sans fil pour aller communiquer avec l'ordinateur sur lequel il y a les algorithmes qu'on a développés pour aller stimuler la moelle épinière. Vous voyez, quand même quelque chose de très très compliqué, mais pour pouvoir aller contrôler la stimulation en temps réel et sans fil chez un patient humain. Ils nous ont donné cette technologie pour 10 patients. Et le premier patient qu'on a opéré, c'était en octobre 2016. On s'en souvient bien, après avoir beaucoup aussi discuté avec Swissmedic, Swissetic, parce que c'est long d'obtenir des autorisations. Imaginez-vous, on s'est rencontrés en 2012 et c'est en 2016 qu'on implante le premier patient. Et là, après cette opération qui nous a tous un petit peu inquiétés parce qu'on ne savait pas si ça marcherait aussi bien chez l'homme que chez le rat, David, avec cette stimulation, est capable de faire des pas. Imaginez, David est paralysé. Quand on arrête la stimulation, il arrête de marcher. Quand on remet en route la stimulation, il va refaire des pas. Alors, non seulement il marche, vous direz c'est une marche automatique, mais on a voulu tester pour savoir si ces fibres résiduelles qui sont dans la moelle épinière et qui n'ont pas été détruites sont quand même capables d'être influencées par la pensée de David. Vous vous souvenez, le rat et le chocolat. Ici, on demande à David de faire un pas plus élevé, plus haut, avec la même intensité de stimulation. Tu lui donnes du chocolat aussi pour le motiver? Non, on lui dit simplement, lui, il nous écoute, et puis on lui demande de lever la jambe un peu plus haut. Et vous voyez, avec la même intensité de stimulation, il fait plus haut. Donc ça veut dire que notre cerveau a toujours la commande. Et grâce à la stimulation, il influence plus facilement le mouvement des jambes. Voilà, donc ça marchait. On était très contents. Les premiers essais ont très très bien marché. Ça a marché, c'était si simple que ça? On a juste allumé la stimulation et ça fonctionnait? Alors, au début, oui, mais en fait, comme vous imaginez, quand c'est une nouvelle technologie qui n'est pas faite pour ça, il y a plein de petits bugs et des moments qui ne se passent pas aussi bien que ça. Et ça, c'est un petit moment où on est en train d'essayer de trouver les configurations de stimulation électrique. Et David commente, en se moquant un petit peu de nous. You know, it's all amateurs here. They're just trying some stuff. They have no clue what they're doing. But they look very intelligent because they're computers, you know. Et dis-moi, Jocelyne, on peut contrôler que la marche avec cette stimulation? Non, on s'est rendu compte, on a compris de mieux en mieux ce qu'on était capable de stimuler, bien sûr les jambes, mais aussi le tronc. Donc la musculature là, du tronc qui est très importante pour certains mouvements. Comme vous le voyez ici, quand on a une lésion de la moelle épinière haute, on n'a pas de muscle du tronc. Donc le mouvement d'aller vers le bas et vers le haut, qui est utile pour ramasser un objet par terre, est très difficile. Et vous voyez qu'avec la stimulation, il est facilité. L'un dans l'autre, on a appris à faire remarcher ces 10 patients. Et puis surtout, ça leur a permis de s'entraîner. Imaginez-vous, ils avaient été plusieurs années dans des chaises roulantes. Et puis là, tout à coup, on remet en route le système. Donc c'est laborieux au départ. Ça devient de plus en plus facile parce qu'on a de plus en plus de muscles. Et ça, grâce à un entraînement. Ces personnes-là sont venues 4 fois par semaine, en tout cas, pour s'entraîner avec des physiothérapeutes, avec notre équipe qui les poussait. Et on s'est rendu compte que tous les jours, il y avait quelques progrès. Au point où, et ça c'était notre surprise,
il y a eu des fonctions neurologiques qui avaient été perdues pendant plusieurs années qui ont été récupérées. Et là, vous allez écouter David qui nous fait une surprise un beau matin quand il arrive à l'entraînement. Ready? So Gonzalo asked me how long I slept last night. I said 6 hours, but it was 5. Because I woke up and checked the toes on the left. Pour la première fois, il est capable de bouger légèrement sa jambe paralysée, sans aucune assistance, sans aucune stimulation. Donc, il s'est passé quelque chose. Vous verrez, mais petit à petit, il rebâtit une nouvelle fonction neurologique. Là, vous voyez, après 6 mois, il est capable, sans stimulation, et je le précise, de faire ses pas entre 2 barres parallèles. Donc, comment est-ce possible que 7-8 ans après un accident où on est resté si longtemps en chaise roulante, on arrive à récupérer une fonction neurologique? Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé notre équipe. On voulait vraiment comprendre les mécanismes sous-jacents et on voulait vraiment le montrer d'une manière univoque. C'est-à-dire, vous savez, en science, c'est toujours difficile, on apporte des évidences. On peut aussi des fois être un petit peu biaisé. Si on a vraiment envie, par exemple, de voir que des fibres nerveuses repoussent, on prend la moelle épinière, on la coute en tranches pour voir les fibres nerveuses et peut-être que la lésion n'était pas complète, etc. Donc on peut avoir... Il y a eu beaucoup de problèmes comme ça dans le champ de recherche des lésions de la moelle épinière. Il y a eu beaucoup d'annonces, vous avez peut-être vu à la télévision. Puis en fait, ça ne s'est pas traduit en vraie thérapie pour des patients. Donc nous, on a voulu avoir une approche non biaisée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a développé tout un ensemble de technologies pour, visualiser le système nerveux central, mais sans le couper. C'est-à-dire qu'on rend le cerveau et la moelle épinière, comme vous le voyez, complètement transparents. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé un microscope de nouvelle génération. On appelle ça light sheet, donc la feuille de lumière. Vous voyez, on passe une feuille de lumière sur l'ensemble du spécimen. Et en fait, en 15 minutes seulement, on est capable, grâce à des techniques pour aller labelliser les fibres nerveuses qui viennent du cerveau, du tronc cérébral, comme vous le voyez, de voir vraiment les fibres nerveuses. Elles descendent là, vous voyez, vers la moelle épinière. En rouge, c'est la lésion. Certaines sont épargnées. Et en fait, il y a des fibres qui repoussent. Et elles repoussent, on a découvert, sur un type de neurone extrêmement spécifique. Vous voyez, là, c'est une coupe de la moelle épinière, on appelle ça une coupe coronale. Et puis, au milieu de la moelle épinière, vous voyez ces neurones qui sont marqués génétiquement, donc c'est que ce type de neurones, et ils envoient des fibres nerveuses vers la partie ventrale de notre moelle épinière. C'est cette partie qui, normalement, contrôle les muscles des jambes. Et donc, on a en fait découvert, en résumé, que cette thérapie, en activant la moelle épinière avec la stimulation électrique et avec cette volonté et cet entraînement intense, faire repousser les fibres nerveuses de sorte à recabler le cerveau avec la moelle épinière sous-lésionnelle. C'est important quand même. Oui. Qu'est-ce qu'on a appris? Donc c'est vraiment très important de voir cette régénérescence, de voir cette plasticité, comme on l'appelle, neuronale, même plusieurs années après une lésion de la moelle épinière. Et on s'est dit que c'était vraiment important aussi de développer encore mieux cette thérapie. Mais pour la développer mieux, parce que là on avait traité 10 patients, il fallait la simplifier. On a appris justement avec tout ce développement métronique, cette complexité, ce bricolage, comme disait Grégoire, qui impliquait un pont digital, c'est pas quelque chose qu'on pourrait diffuser plus loin. C'est pas quelque chose qu'on pourrait apporter à la communauté entière des patients paraplégiques. Donc pour simplifier la thérapie, il fallait qu'on simplifie la technologie. Et il n'y avait qu'un moyen, parce que Medtronic n'allait pas partir avec nous développer des nouvelles choses, c'était de fonder une compagnie. Et c'est en 2014 qu'on a décidé de fonder Onward, qui est une compagnie qui a pour but de développer ces nouveaux implants qui sont plus simples à utiliser. Et ça, c'est l'objectif. Mais en parallèle, on a aussi développé, enfin on a fondé notre centre de recherche qui est devenu, comme Fred nous demandait, on est 60, il y a du monde maintenant dans NeuroRestore. Ce centre qui est basé à l'EPFL et au CHUV, donc c'est vraiment purement, c'est pas purement de la recherche, mais il y a aussi beaucoup d'applications. Et l'objectif de NeuroRestore est de comprendre les mécanismes des thérapies qu'on développe, pour pouvoir ensuite les appliquer. Et parfois, on se rend compte au cours du développement qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, donc on n'hésite pas à retourner à la base pour essayer de mieux comprendre comment améliorer tout ça.
Donc, comme je vous le disais, on est répartis un peu partout, parce que la Suisse romande a beaucoup de centres spécialisés. Donc, à Genève, la partie EPFL Genève s'occupe plutôt de la partie préclinique rongeur. On a aussi des essais chez le primate qui se font à Fribourg. Et comme je vous le disais tout à l'heure, toute l'application clinique est principalement faite au FUV, avec un petit peu à Sion. Et une grosse équipe derrière, que vous voyez là, qui est donc l'équipe de la recherche, avec tous ces corps de métier qu'on a discuté tout à l'heure, et aussi l'industrie et la compagnie, pour développer ces nouveaux implants. Mais disons, tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'on développe ? L'idée, c'était chaque petit morceau de technologie que je vous ai montré avant était sous-optimal. Donc en fait, on a développé une nouvelle technologie vraiment faite pour cette application. Ça veut dire un stimulateur beaucoup plus sophistiqué, avec plus de capacité d'options, on va dire, de stimulation, et surtout une latence de communication très courte pour pouvoir contrôler la stimulation en temps réel. Puis il y a un petit hub qui permet donc de communiquer avec le stimulateur, c'est ça qui apporte vraiment le temps réel et sans fil, une montre connectée, donc le patient peut parler à sa montre, ou appuyer sur la montre pour choisir le programme de stimulation, et puis tout un ensemble de champs d'électrodes qui sont vraiment optimales pour aller activer les régions de la moelle épinière qu'on cible, pour les différentes fonctions neurologiques, parce qu'on ne s'intéresse pas seulement à la marche maintenant, mais aussi les mouvements des membres supérieurs, les fonctions dites autonomes. Vous savez, les patients paraplégiques ne peuvent pas aller aux toilettes, comme vous et moi, ils ont des problèmes de pression artérielle, etc. Et cette technologie est optimale pour ça. Donc, pour ça, on a des techniques extrêmement sophistiquées, on peut créer des modèles computationnels de chaque patient. Vous imaginez, il y a des scanners qui permettent, en très peu de temps, d'avoir une vision des os, des structures nerveuses, de la localisation des cellules nerveuses qui activent les muscles des jambes. Et sur cette base, donc on a donc développé des champs d'électrodes optimaux pour cela. Et puis, Jocelyne va glisser ce champ d'électrodes entre les vertèbres et la moelle épinière, et puis ensuite connecter le stimulateur qu'elle va placer dans l'abdomen du patient. Ça, c'est la chirurgie. Elle dure environ 3 heures. On célèbre toujours la neurochirurgienne parce que c'est elle qui applique le traitement. Mais en fait, derrière, il y a des physiothérapeutes et des ingénieurs qui doivent travailler pendant des semaines avec le patient. Et ça, c'était beaucoup trop difficile. Vous avez vu David se moquer un petit peu de nous, justement. Hein. Alors en fait, ce qu'on a développé, c'est de l'intelligence artificielle. On vient d'en parler. Elle est partout dans nos laboratoires. Là, dans ce cas-là, il y a une intelligence artificielle qui automatiquement va aller chercher les électrodes qui permettent d'induire, vous voyez, les différents mouvements, extension du genou, flexion de la jambe, etc., etc., pour que ça puisse être utilisé dans le monde entier, sans qu'on ait besoin de 3 ingénieurs de l'EPFL pour aller configurer la stimulation électrique. Et puis pour que ce soit très facile à utiliser, on a une tablette. Le physiothérapeute, en fait, va pouvoir personnaliser le traitement pour le patient. À quel moment on allume la stimulation pour une flexion de la jambe, pour une extension du genou, etc. Tout ça, on visualise là des signaux physiologiques qui permettent de faire le fine-tuning de la stimulation. Et puis vous voyez là, le physiothérapeute qui suit le patient, et puis s'il n'y a pas, par exemple, assez de flexion de la hanche, eh ben, ils vont pouvoir augmenter un peu l'amplitude de stimulation pour personnaliser le traitement et améliorer ainsi la marche, mais pas seulement la marche, Jocelyne, non ? Parce que pour nous, c'était vraiment important aussi que le patient puisse sortir du laboratoire et puis avoir des activités qu'il apprécie. Donc, on a des programmes spécifiques à chaque activité. Ici, vous voyez, par exemple, l'exemple de du vélo, enfin du tricycle, on va dire, qui a aussi un programme de stimulation adapté. Vous voyez ici un autre exemple d'activité, qui est la natation, où là aussi, on a un programme fait pour que le patient puisse nager, c'est son activité préférée. Puis le patient que vous voyez tout à l'heure avec ses problèmes de tronc, ça stabilise son tronc et ici il peut faire du paddle, ce qui l'aide à faire des activités qu'il n'aurait jamais pu faire sans la stimulation. Mais c'est clair que la plupart du temps, ce qui est utile, c'est de rester debout ou de faire des pas. Et puis, comme je vous le disais, vous avez vu Michel au laboratoire avec sa physiothérapeute qui l'aide, mais en dehors du laboratoire, il est capable aussi de faire beaucoup d'activités et puis de se déplacer. Et c'est aujourd'hui Michel en personne qui va vous le montrer, ici même, vu qu'il arrive. Donc imaginez-vous, Michel, lui, c'est un jeune homme aussi, italien, de la région du nord de l'Italie, qui a eu un accident de moto il y a quelques années et qui
à une lésion, ce qu'on appelle complète de la moelle épinière, c'est-à-dire que il y a très très peu de fibres qui ont été épargnées et il ne sent plus rien, il ne peut plus rien bouger en dessous de sa lésion. Donc quand on l'a connu, il n'était pas du tout capable de bouger ses jambes. Et là maintenant, donc il a passé, justement c'était un des derniers patients, parmi les 10 patients qu'on a inclus dans notre étude, il a été très très, on va dire perspicace, s'est beaucoup entraîné. Et puis là, maintenant, il utilise sa stimulation tous les jours. Vous voyez que ce n'est pas du tout une marche comme vous et moi. On peut applaudir Michel. You can continue. Comme ça, I can demo, you know. Et donc, vous voyez, là, Michel a la tablette que je vous parlais, donc comme ça il sait quels sont les programmes de stimulation, il peut choisir le programme pour tenir debout, marcher, etc. On va vous faire une ou deux démonstrations. Et puis à chaque fois qu'il appuie sur le bouton, c'est pour synchroniser en fait la stimulation à son intention. C'est-à-dire quand il veut faire un pas, mais il appuie sur le bouton et ça change le programme de stimulation. Il y a d'autres façons de le faire. Voilà. Do you want to stay with the walker? You want to stay at the table? Yes, it's good. Yeah, it's good. Voilà, merci Michel. Vous voyez, grâce à la stimulation, donc Michel peut rester debout, il va rester debout pendant tout le reste de cette présentation. Et c'est quelque chose qu'il utilise beaucoup dans sa vie quotidienne. Mais je pense que c'est mieux de lui poser des questions à ce stade. Avec grand plaisir. Thank you very much, Michel. How did you meet you? How did you meet Jocelyne and Grégoire? Yes, when I was dismissed from the hospital after my accident, I tried to find a solution for solve my situation. And I went in a conference about the brain and spinal cord object. And during one of this conference, I see a slide like one of these, but just at the beginning. About this project that Grégoire and Jocelyne are doing. And, donc, quand Michel nous dit que quand il a pu sortir de l'hôpital, il est allé à plusieurs conférences et il a assisté notamment à une de ces conférences qui lui a permis de découvrir tout ce projet. Combien de temps après l'opération, Michel a pu commencer à faire ses premiers pas? So how much time after you got out of the hospital could you do your first steps? Yes, immediately the first week when I come back after the recovery, after the surgery, with all the engineers, they were able to find the good parameters to stand up and walking just the first week. Donc une semaine après, avec les chirurgiens et tous les médecins, ils ont pu mettre en place les paramètres nécessaires pour qu'ils puissent marcher. Do you need a daily training? I need it because I like it. So my body requests me, please stand up and walk again. And it's something that I do every day. So for a couple of hours, I like to stand up and walk. La question, c'est est-ce qu'il s'entraîne beaucoup? Et il s'entraîne tous les jours, effectivement. Il le dit, j'adore ça. D'ailleurs, tu l'appelles « the gift of your day ». Ah, yeah, exactly. Il travaille beaucoup, de nombreuses heures, et il appelle, voilà, c'est le moment magique de la journée pour lui. Il expliquait encore hier que souvent, il est dans son fauteuil, il peut avoir des douleurs au dos, et tout. C'est toujours la même posture pendant des heures, finalement. Au moment où il se met debout, il se sent vraiment beaucoup mieux. Are you still progressing? Yes. Yes? Good work, always paid. So yes, I'm improving the quality of walking, also the endurance. I can stay for 2 hours and even more now. And, donc Michel progresse encore énormément tous les jours et avec sa marche et toutes ses autres habiletés. C'est vrai que c'est difficile. L'endurance, comme ils disent. Il est capable de rester 2 heures debout. Ouais, c'est difficile d'imaginer que Michel est complètement paralysé. Donc là, si on éteint la stimulation, il s'écroule complètement. Et là, il peut rester debout. Il est très stable. Les petites vibrations que vous voyez, c'est la stimulation. Donc pour tenir debout, 13 Hz, très important. Donc vous voyez, c'est exactement les oscillations qu'on note.
Mais pour lui, voilà, il a juste un tout petit peu la stimulation, il a un peu augmenté là, pour être plus confortable. Et ça nous est arrivé de passer Vous 12 heures avec... nous avez bien expliqué le principe tout à l'heure, mais dans la pratique, est-ce que c'est facile à utiliser? Alors, il faut demander à Michel, is it easy to use? Yes, it's very easy to use because I have directly here on the screen. I don't know if you can see. C'est exactement la tablette que vous avez vue en haut, en fait. Hein. All the most important muscles that I need for working or for the other activities that I have to do. Donc tous les muscles dont il a besoin pour marcher, etc., sont listés avec un plus et un moins pour contrôler la stimulation. And for each muscle grab, I'm able to modulate the amplitude. Il peut moduler les amplitudes pour chaque groupe musculaire, donc il sait quel muscle il a besoin, etc. I can understand if after a long walking, if some muscles are a little bit tired or not. And in this case, I can modulate from here, improving. Voilà. Oui, il personnalise suivant sa fatigue, l'endurance, etc., les activités qu'il fait, comment il faut ajuster la stimulation. C'est extraordinaire. Mais vous continuez à travailler ensemble, en équipe, parce que Michel progresse, mais est-ce que vous le suivez régulièrement? Est-ce que vous vous lancez des nouveaux challenges? Alors, on n'arrête pas de lancer des challenges. Mais comme on le disait tout à l'heure, on s'intéresse aussi à d'autres fonctions, pas que la motricité, mais aussi la vessie, la pression artérielle, des problèmes qui touchent aussi les paraplégiques. Mais on aimerait aussi simplifier la façon dont Michel utilise la stimulation. C'est vrai qu'il a toujours une tablette, il a tout le temps des programmes, vous avez vu qu'il a ses clickers qu'il doit actionner, donc il a vraiment l'habitude de le faire, il le fait très bien, mais ça reste un petit peu compliqué, comme vous le disiez très bien. Donc on voudrait le rendre plus naturel. Grégoire, tu peux expliquer un peu comment on s'y prendra? Imaginez, aujourd'hui on appuie sur des boutons pour synchroniser la stimulation à l'intention. Et puis, il faut qu'il sélectionne les amplitudes, etc. Imaginez s'il avait juste à y penser. Penser à un pas. Grâce à des implants dans le cerveau qui nous permettraient d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, décoder les intentions de Michel et du coup les lier directement à la modulation de la stimulation électrique. C'est-à-dire une interface cerveau-moelle épinière qui transforme les pensées en action. Donc lire dans la pensée, en quelque sorte. Absolument. C'est ça le prochain défi pour vous? C'est plus un défi. C'est déjà fait, en fait. C'est déjà fait. On ne vous le montre pas aujourd'hui pour une bonne raison, c'est que vous allez le voir très bientôt dans les médias. Et on n'a pas trop le droit de montrer avant des publications. Il faut faire des publications scientifiques, être reconnu par vos pairs avant de communiquer. Voilà, exactement. Donc vous n'avez pas le droit de nous en parler, mais vous en parlez un petit peu on vous en parle. On vous en parle, mais voilà, on ne peut pas encore vous montrer trop d'images pour pas que ça soit filmé, remis sur les réseaux sociaux. Mais en résumé, ce que vous a dit Grégoire, un patient l'a déjà eu. Alors, on résume. Comment ça va se passer? Donc, on vous dit, est-ce que vous travaillez encore avec Michel? Donc, on essaie justement de le convaincre avec Jocelyne d'être le prochain patient. Ça veut dire, Jocelyne... Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est un de ses collègues qui s'appelle Gertian, un Hollandais très grand, qui lui aussi a une lésion de la moelle épinière. On lui a mis des implants sur le cortex. Et puis là, en effet, on lit dans la pensée. On est capable de détecter l'intention du mouvement. Donc, si je fléchis la hanche, le signal que je vais produire par mon cerveau n'est pas le même que celui de fléchir ou faire une extension du genou. Et puis, comme ça, on arrive à lire les différents mouvements. Et ces mouvements-là, ensuite, une fois qu'on les détecte, on les met en relation avec le stimulateur. En fait, ce signal détecté va correspondre à un programme de stimulation. D'accord. C'est le cerveau qui détecte le mouvement. Le cerveau, il a une intention. C'est le cerveau qui donne l'ordre. Non, le cerveau, en fait, il donne l'ordre, mais l'ordre, il est enregistré. Il est enregistré sur des électrodes. En fait, on va détecter un signal. On enregistre ce signal, puis ensuite, on a un décodeur qui va nous permettre de comprendre le signal, à quoi est-ce qu'il correspond. Et puis, il va transmettre ensuite l'ordre au stimulateur. Et Michel est partant pour cette... À chaque fois qu'on va à une présentation, on lui dit ça sera le prochain, mais pour l'instant, il a des si beaux cheveux qu'il ne veut pas avoir. Il a peur pour ses cheveux avant tout. Hein? I capelli. Yes, I have to think about my look. Mais en fait, Michel il est devenu une star en Italie. Ouais, c'est vrai. En Italie, le chiamano il cyborg. Mais en plus, si vous voulez, les électrodes qu'on met sur le cortex moteur
elles sont pas dans le cerveau, elles sont sur le cerveau. Donc ça ne représente pas un grand danger. D'accord. Donc c'est pour ça Pour qu'on vous, essaie c'est quelque de lui chose dire, de simple, c'est de la routine. C'est la perspective de la neurochirurgienne, oui. Pour elle appelle ça non invasif parce qu'elle n'ouvre pas la dure mer qui protège le cerveau. Voilà. Donc, D'accord, très bien. Je suppose que vous avez des questions à poser à nos invités. On va vous passer des micros. Je vois monsieur qui veut poser une question. Si on peut vous passer un micro, ou alors je vais vous en amener un tout de suite. Monsieur aussi. Mais, voilà, bougez pas. Hop, allez-y. C'est applicable. J'ai une amie qui est épileptique. Et il y a un ami à elle, il s'est noyé parce qu'il est épileptique. Il a eu, voilà. C'est applicable à l'épilepsie, à des choses comme l'épilepsie? Alors, pas ce que l'on fait. Merci parce que c'est autre chose, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des traitements de l'épilepsie qui sont de plus en plus technologiques, mais... Alors, il y a des implants qu'on met pour l'épilepsie, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est un peu un autre domaine de la médecine pour laquelle on va pas devoir faire exactement la même chose. Mais il est vrai qu'il existe des implants qui détectent aussi les crises. Et puis après, le problème, c'est comment les arrêter. Et ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que c'est un sujet important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'épilepsie grave et qui en souffrent beaucoup. Est-ce qu'on peut imaginer des applications justement pour d'autres pathologies, par exemple des personnes qui seraient à la suite d'un AVC Est-ce qu'on peut étendre cette Absolument. thérapie? Donc c'est vrai que nous, on a commencé avec les lésions de la moelle épinière, puis on s'est rendu compte, bien entendu, que la moelle épinière est extrêmement importante pour produire le mouvement, et le mouvement est touché dans d'autres pathologies que les lésions de la moelle épinière, comme l'a dit Fred, l'AVC, mais il y a encore d'autres maladies, comme la maladie de Parkinson, où on a des troubles de la marche dans un stade avancé de la maladie. Donc, lorsqu'on est bien atteint, souvent, il peut y avoir des moments où on n'arrive plus à marcher. Puis on applique aussi cette thérapie dans cette maladie de Parkinson lorsqu'il y a des gros problèmes de marche. Mais là, pour le moment, c'est la théorie. Vous connaissez parfaitement ce que vous avez mis en place et vous vous dites, normalement, ça peut marcher ou on expérimente déjà? Non, on ne vous parle que de choses qui ont été faites. Que de choses. Donc vous l'avez fait. On l'a fait. Donc là aussi, il y a des pistes de recherche qui avancent très sérieusement. Attendez que les médias en parlent pour qu'on puisse vous dire tous les détails. D'accord. On va révéler plein de secrets. J'ai l'impression effectivement qu'on révèle beaucoup de secrets. C'est difficile de demander collectif à Jocelyne de ne pas révéler tous les secrets du laboratoire dès qu'on lui donne un micro. Allez-y, n'hésitez pas pour vos questions. Profitez-en. Monsieur. Oui. Ok. Alors, pour moi, je suis super impressionné. Je salue tout ce que vous faites. C'est pas de la science-fiction, mais pas loin. En tout cas, ça devient réalité. Et puis, je reprends un petit, presque lapsus que vous avez fait, parce que c'est ce que je me demandais depuis le début. Excusez-moi si je vais encore plus loin. Alors, avec tout ce que vous avez déjà fait, c'est déjà incroyable. Vous avez parlé du fait que le cerveau détecte. Là, en l'occurrence, on est en train de stimuler. Et puis alors, pour une raison, on met des capteurs, que ça soit de manière par des ondes électromagnétiques ou autre chose, on arrive à détecter à une certaine distance. Est-ce que le cerveau serait capable de détecter les mouvements qui sont faits et de cette manière-là contrôler ce qu'on est en train de faire? Parce qu'on stimule, puis on voit que le mouvement est un peu, excusez-moi le terme, incroyable, mais gauche. Le fait de sentir ce qu'on fait, est-ce que ça permet de fluidifier et puis apporter beaucoup plus? Est-ce que c'est un stade peut-être tout là-bas en haut ou est-ce que c'est déjà en route? Le mieux, c'est même de demander à Michel, en fait, au niveau des sensations. Michel, demander, oui. do you feel your leg? Rappelez-vous que lui, il n'a aucune sensation normalement. When we stimulate, what is your feeling? Yes, without the stimulation, I don't feel nothing under the lesion. But what I like for the stimulation is that when I switch on the stimulation, I feel the contraction of the muscles. Normalement, il ne sent rien du tout, et dès qu'on allume la stimulation, il sent les contractions de ses muscles, en fait. And I can understand which one is more tired respect the other one, or if I need more power from the stimulation. Donc il peut contrôler, il sait quel muscle est plus fatigué, il ressent un petit peu même les positions, etc. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'il arrive à voir cette marche qui, effectivement, est un peu gauche, mais sans ça, ce serait beaucoup plus difficile, parce qu'il serait complètement aveugle. Prenez le micro, s'il vous plaît. On vous entende bien. With the training more than 2 hours a day, you will maybe feel more and have a walk more fluent in the future. Do you think so?
Yes, training every day, and every time I train, I feel something different on my body. The reaction is different. And for example, when I stimulate a new muscles, after also when I switch off the stimulation, I perceive something new on my body. Donc à chaque fois que Michel s'entraîne, il ressent une nouvelle sensation et ce n'est jamais la même. Because we talk about the fact that some fibers were recreated. You tell that. Do you think that maybe it can come so and help for have this feeling more precise? I think it's the goal. I don't know. And then it's not a passive thing. I have to interact with the stimulation. I have also to think about the step. So it's just stimulation with I have to think about it, and I think this stuff can input. Il doit toujours penser au mouvement, c'est-à-dire ajouter sa volonté sur la stimulation pour que le mouvement se déclenche. Donc c'est vraiment un mouvement qui reste quand même volontaire, même si la stimulation électrique fait beaucoup du mouvement, mais aussi les fibres résiduelles doivent contribuer à déclencher le mouvement. Et donc Fred nous demandait, est-ce que vous suivez Michel? Oui, il vient nous voir souvent et on refait des tests pour voir s'il y a des changements. Et Michel a récupéré un accès à 6 muscles qui étaient paralysés pendant des années. Et à chaque fois, il récupère un muscle de plus. Hein. Yes. Ogni volta che vieni c'è un po' di più. Ogni volta. Et Michel, ça améliore aussi au niveau de sa résistance et puis il va de plus en plus vite. Il arrive à marcher de plus en plus longtemps. Il a même été inscrit au Guinness, un record Guinness des records. Le Guinness, j'ai vu sur son site, Guinness Book. de la distance parcourue, Ouais. 500 mètres, je crois. C'est combien? What is your record? Yes, 500 meters. Yes. Yes, but it's a hold record. Bravo. Thank you, and huge congratulations. Attendez, madame. On vous passe la parole tout de suite. Il y a une question là-bas au fond. Bonjour. AVC. Comment on fait le bras droit? Ne bouge pas. Alors, notre ancien postdoc, qui a fait sa thèse et le postdoc avec nous ici à l'EPFL, maintenant est professeur à Pittsburgh, donc aux États-Unis. Et donc, il a fait beaucoup de stimulation électrique avec nous, il a développé pour la marche. Ensuite, ici, on l'a fait en Suisse pour le membre supérieur sur des primates. Les ondes de la moelle épinière, ça a très bien fonctionné. Et dans son laboratoire, il a décidé de se lancer sur l'AVC. Donc, il a fait des stimulations cervicales cette fois, pour améliorer le bras. Et donc sur 2 patients, ça a été publié il y a 2 mois, ça fait la une des médias aussi, vous l'avez peut-être vu à la télévision, 2 patients qui ont récupéré, amélioré les mouvements du membre supérieur. Donc avec notre compagnie Onward, c'est aussi une direction dans laquelle on va se lancer, parce que maintenant il faut bien sûr une longue période de presque 5 ans pour développer un nouveau traitement, mais on va essayer. Très bien. Okay. Madame Oui, bonjour. J'attends qu'il le mette. Moi, j'ai eu de la chance de voir en 2012 ce petit rat dans vos laboratoires. Et là, on lui donnait comme récompense un yogourt au chocolat. C'est vrai. Et je voulais savoir si vous lui aviez donné un nom, vous l'aviez baptisé, ce petit rat qui est si célèbre. Non. En fait, moi, je l'appelais Beautiful Number 12, parce que c'était son numéro. Pas très original, mais... Et il sait qu'il marchait tellement bien. Oui, mais moi, enfin, moi, j'étais complètement... À partir de ce jour-là, bon, j'ai suivi tous les travaux, ça me passionne. J'ai quand même une question qui me taraude, parce que quand vous faites la stimulation, ça stimule les nerfs, en fait. Pas que, enfin, les nerfs qui stimulent les muscles. Mais moi, on m'a dit, c'était une opération loupée de la colonne vertébrale, on m'a dit qu'un nerf ne repoussait pas. Quand il a été comprimé trop longtemps, c'est définitif, il ne repousse pas. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était. Donc, ces personnes qui ont été paralysées un certain temps, comment ces nerfs sont stimulés alors qu'ils devraient être comprimés et plus travaillés? C'est vrai qu'il y a 2 types de nerfs. Il y a ce qu'on appelle le système nerveux périphérique, les nerfs qu'on a dans les jambes, dans les bras, qui en principe, cela repousse jusqu'à un certain point. Puis une fois que ça s'arrête de pousser, ça ne pousse plus. Voilà. Puis ensuite, on a les nerfs qui sont dans le cerveau, dans la moelle épinière, qu'on appelle le système nerveux central. Et celui-ci, ce qu'on nous a toujours dit, je suis d'accord avec vous, c'est qu'une fois que c'est fini tout de suite. Voilà. Puis ce qu'on a découvert avec les années, c'est qu'il y a une possibilité quand même de réparation. C'est ce qu'on appelle cette plasticité, mais qui se fait avec le temps, l'entraînement.
Et c'est ça, en fait, qu'on observe. Et si on fait rien, il va rien se passer, on va rien retrouver. Mais notre système nerveux est capable de récupérer quand même des fonctions. Alors, parfois, on sait qu'il y a des repousses de nerfs, parfois, on sait qu'il y a des circuits qui vont se reformer ailleurs. Je vous donne l'exemple de des enfants, par exemple, qui ont très tôt eu un AVC dans le ventre de leur maman, qui naissent. Tout le monde a normalement son langage à peu près dans cette région-là. Ils vont grandir, on va les éduquer, puis on va réaliser qu'ils ont transféré tout leur langage et beaucoup de leurs fonctions neurologiques ailleurs dans leur cerveau. Donc, on a des possibilités de refaire des connexions, de refaire des fonctions neurologiques ailleurs. D'accord, merci. Enfin, voilà, merci beaucoup. Je peux vous poser une question? Oui. Oui. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va vous permettre d'améliorer dans vos processus? Alors l'intelligence artificielle, elle est déjà partout dans ce que vous avez vu là. Donc, on utilise ce qu'on appelle la computer vision pour faire les reconstructions, les personnalisations des moelles épinières, vous voyez, sur la base des images, des scans, etc. L'intelligence artificielle, c'est elle fait la configuration automatique de la stimulation électrique. L'intelligence artificielle, c'est ce qu'on utilise pour décoder les intentions du cerveau. Donc la prochaine étape, comme mentionnait Jocelyne. Et puis, on espère, l'étape d'après, une fois qu'il n'y aura pas Michel et David et 8 autres personnes implantées, mais 1000, qui reste notre objectif. On va faire les essais pivots commencer l'année prochaine. Si ça fonctionne, il y aura beaucoup de patients qui vont être implantés à travers le monde entier. On va pouvoir collecter plein de données, les mettre dans un nuage et après pouvoir les exploiter pour optimiser encore tout ce qu'on fait avec la stimulation électrique. Petite parenthèse, la paraplégie, on sait à peu près combien ça concerne de personnes dans le monde chaque année? Donc chaque année, suivant l'ONU, il y a 500 000 personnes qui deviennent paralysées à travers le monde. Peut-être avant la prochaine question, Michel, il voulait nous faire une petite démonstration assise, comme ça vous comprenez mieux les muscles. Bien sûr. Capable d'activer. Bien sûr. Yes, sometimes before to start to work, especially when I have to stay on my workplace all the day, and I have to make my gift at the end of the day, I make a small warm-up with a special program with leg extension. So I have a small warm-up for all the muscles, and so when I start to work after are very good. Donc Michel, parfois quand il reste longtemps assis, il doit s'échauffer un petit peu avant de pouvoir vraiment se mettre debout. Non. Donc en fait, il y a plein de programmes de stimulation, comme vous l'avez compris. Donc Michel adore la gymnastique, vous avez vu, il est costaud. Il a plein d'exercices pour les jambes. Et par exemple, il y a, vous savez, la presse que vous utilisez à la salle de musculation, où on étend la jambe contre un poids. Donc c'est quelque chose qu'il fait, lui, grâce à la stimulation électrique. Et c'est ce qu'il va là démontrer. Combien de programmes à peu près vous avez? How many programs do you have stored, Michel? I have a lot of programs. Yes, because I have a old passion for fitness. And when I had an accident, I had a list with all the things that I'm not able to do. But now I'm make a new one with all the stuff that I'm again able to do. Donc avant d'avoir mon accident, j'avais une liste de choses que je voulais faire parce que Michel faisait beaucoup de fitness. Et donc voilà. Okay. Donc là, vous voyez, il allume la stimulation, elle va arriver dans 2 secondes. Yes, now with this stimulation, it's special for a leg extension machine. In the gym, I put some weight here, and then just pressing the button, I reach the extension with different degree of movement in order to compensate the weight. Okay, so. Donc il faut d'abord mettre un poids au niveau du tibia et puis ensuite appuyer sur le bouton pour pouvoir faire cette stimulation. Ok. Now I press. Il entraîne son extension là. Donc quand on a rencontré Michel, il avait des muscles tout fins, atrophiés, comme vous l'imaginez. Maintenant, si vous voyez ses jambes, sont plus costauds que les miennes, je crois. It's very cool because the muscles are very growing and I can see exactly each group's muscle groups are growing. So it's very nice. Il y a aussi un programme de stimulation pour les muscles abdominaux. C'est assez impressionnant, les tablettes de chocolat qu'on stimule.
It's just pressing, and then I have the good contraction. You want to show it? Yes, it's good. Hey, exhibition. So for me, it's very easy. Just pressing, no exercise, and okay, I can show you. Camille, elle fait partie de notre équipe. Elle s'occupe beaucoup des patients. Comment est-ce que tu as vu progresser Michel? Alors déjà, quand vous avez parlé de la taille des muscles, c'est assez impressionnant la différence. À un moment, on s'est dit qu'on devait prendre une photo parce qu'il arrivait avec des jambes toutes fines. Et maintenant, il a des jambes bien musclées, sans parler des abdos. Mais bon, sinon, il progresse tout le temps. Michel, c'est quelqu'un qui, au début de la séance, on lui dit « on va faire ça », et il le fait. Et à chaque session, il progressait. Il revenait le lendemain, il progressait encore. Maintenant, il est rentré chez lui. Il progresse encore. Il fait les escaliers aussi. Et maintenant, il fait des escaliers. Donc, quand il est arrivé à Lausanne, il nous a dit son but, c'était d'aller au Great Escape, qui est un bar qui est au milieu d'escaliers. On lui a dit, Michel, t'es un peu ambitieux quand même. Il faudrait trouver des buts un peu plus accessibles, réalisables. Et bah, maintenant, c'est quelque chose qu'il peut faire. Alors, ces abdos, montre-nous. Now, no steam. Now I switch on. Et voilà, maintenant, il a un six-pack. Ouais. Hop là, voilà. Donc là, c'est éteint. Regardez bien la vidéo. On. Tac. Donc en fait, on a un contrôle complet sur le corps de Michel. Merci Michel de te prêter l'exercice. Vous aviez une question? Oui, vous avez montré qu'il y a certains patients qui ont pu regagner un peu de fonctionnalité et se soigner grâce à cette stimulation. Et du coup, je me demandais si, avec le temps, certains de ces patients pouvaient gagner ils avaient l'espoir de gagner un peu d'indépendance de cette stimulation, avec leurs connexions neuronales qui se refont. Que voulez-vous dire par indépendance? Dans la vie de tous les jours ou ne plus utiliser la stimulation? Le patient que vous avez montré qui bougeait son... David. Ouais, David. Oui. Voilà. Quand il bougeait son orteil, c'était sans stimulation. Est-ce que, justement, c'est ça ma question, c'est sans la stimulation, est-ce que ces patients peuvent s'améliorer puis éventuellement moins l'utiliser dans leur vie pour être fonctionnels? C'est ça, en fait. Plus la lésion, on va dire, est légère, quand ils viennent chez nous et qu'ils ont une paralysie partielle, ils vont beaucoup récupérer. Puis ils vont certainement même ne plus, certains d'entre eux auront peut-être plus besoin de stimulation. Quand c'est une lésion complète, comme celle de Michel, c'est peu probable que sans la stimulation, il arrive à garder avoir une activité indépendante. Alors, Monsieur pose une question il veut savoir si on doit... l'Afrique. C'est vrai qu'il y a des pays dans le monde qui sont moins favorisés pour toutes les thérapies, on va dire, d'avant-garde. Pas seulement pour ça, mais aussi pour beaucoup, beaucoup d'autres thérapies. Donc, notre objectif, c'est de diffuser le plus qu'on peut, en commençant par certainement les pays qui ont les plus le moyen, mais on espère qu'un jour, tout le monde pourrait y accéder. On n'a pas encore de programme, non, pour l'Afrique. Oui, monsieur. Excusez-moi. Merci pour ce magnifique travail. Je vous félicite pour les patients, pour les médecins et toute la communauté. J'avais une question brûlante parce que vous parliez de 500 000 cas dans le monde. Il y a une maladie qui doit en toucher plus de 100 fois ce chiffre-là, qui est dégénérative, qui est lente, qui touche le système nerveux central. Et finalement, vous avez montré que finalement, le système nerveux central avec cette capacité de régénération, si on le restimulait, je pense à la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas s'il y a des capacités, vous imaginez là, ou alors je rêve trop loin. C'est un tout autre domaine, là. Alors, c'est clair qu'il y a beaucoup de travaux de recherche dans la maladie d'Alzheimer, mais là, nous, on ne s'attaque pas trop à ce domaine-là qui est différent, finalement, parce que là, il y a vraiment des troubles cognitifs auxquels on ne s'attaque pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des milliers de chercheurs qui s'attaquent à cette maladie. Non, il y a une approche, par exemple, au Canada, où ils font de la neuromodulation, comme nous, ou stimulent dans le cerveau. Mais ça ne marche pas très bien. Mais il y a des approches qui sont dans cette direction.
Merci beaucoup pour votre belle présentation. J'ai une question peut-être un petit peu indécente face à l'utilité de ce que vous faites au quotidien, mais l'humanité est ce qu'elle est, et quand j'entends tous les progrès que vous accomplissez, est-ce que vous avez déjà projeté ça sur ce qu'on appelle l'homme augmenté? Parce que c'est quelque chose, à mon avis, qui... j'arrive que me projeter là-dedans, et il y aura vraisemblablement des percées aussi. Comment est-ce que vous voyez le développement par rapport à vos technologies? Grégoire aime bien répondre à cette question. Vas-y. La chirurgie cosmétique. Oui. Bon, c'est effectivement une controverse, mais une chose est sûre, c'est que c'est difficile d'arrêter le progrès. Et quand il y a des opportunités, les gens les saisissent. Donc comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a créé la chirurgie reconstructive pour tous les blessés, ça a donné lieu à la chirurgie esthétique aujourd'hui. Si, à un moment, peut-être pas avec des stimulations comme ça, mais avec d'autres implants corticaux, on peut augmenter les capacités cognitives, etc., il y aura, je pense, des gens qui vont le mettre à disposition de personnes qui paieront, de personnes saines. On appelle ça dans la neurochirurgie cosmétique à ce stade, pour augmenter les capacités de l'être humain. Et c'est ce que veut faire Elon Musk, de toute façon, il ne s'en cache pas. Il veut mettre une puce dans le cerveau de chaque personne pour le connecter directement à des ordinateurs. Mais nous, on s'intéresse à réparer l'être humain, pas l'augmenter encore. C'est beaucoup mieux. Je ne sais pas s'il reste, on a le temps de prendre une dernière question. Je sais que c'est passionnant, mais on a une série de conférences tout l'après-midi. Monsieur, on prend votre dernière question. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Moi, j'ai travaillé comme psychiatre de liaison juif pendant quelques temps, et je me demandais si vous faisiez des recherches en parallèle sur, au fond, la stimulation des paraplégiques, aussi sur l'impact sur l'humeur, parce qu'on sait effectivement chez les patients dépressifs, mais chez les personnes aussi qui souffrent de lésions de la moelle ou du système nerveux central, d'avoir une prévalence pour la dépression, et voir s'il y a des recherches en parallèle qui se font actuellement sur ce sujet-là. Je dois vous avouer que nous, on était très surpris de réaliser que l'humeur des paraplégiques, en tout cas de ceux qui étaient dans nos études, était à peu près la même qu'un humain normal qui n'a pas de lésion. On était surpris parce qu'on s'est dit, on va étudier la qualité de vie avec ce type d'implant. Puis on s'est dit, mais on part déjà d'une valeur quasi normale. Donc ça a été difficile de le montrer, donc on a dû le montrer autrement que par l'humeur, mais on sait que c'est clair qu'il y a plusieurs phases. Après la lésion, il faut du temps avant de se reconstruire mentalement. Mais je pense que le fait que la lésion de la moelle épinière est une lésion stable fait qu'on peut se reconstruire. Contrairement à des lésions dégénératives, où là on a à chaque fois un palier en moins et c'est beaucoup plus difficile de rester à niveau. Donc, on va dire, dans notre expérience, on n'a pas changé grand-chose, mais on sait que probablement, en paraplégie, ce n'est pas le meilleur champ pour étudier ça. Très bien, merci. On avait une dernière question, je crois une jeune fille. Non, vous... Oui. Ah, pardon, oui. Allez-y. Oui, vas-y. Où êtes-vous? Elle est là. Oui. Alors... d'un point de vue émotionnel, ça fait comment d'être paralysé? Enfin, c'est plutôt une question pour Michel. Oui, c'est... It's a strange situation because you have to work on yourself, especially when you start in a period where you are not paralyzed, respect to another period, and change completely your life, and you have to make a big effort and works on yourself in order to adapt to yourself to a new challenges, and in my case, what I'm trying to do, it's to fix in my mind that for the moment it's just a moment, a situation. In fact, now with the research, we are reaching a new stage of my life, and it's in continuing changing, developing. Donc c'est une sensation bizarre. Il doit faire beaucoup d'efforts sur lui-même au niveau mental pour pouvoir s'améliorer et aussi ne pas perdre pied. Et nous, on doit le dire, on est extrêmement fiers et admiratifs de Michel et de toute son équipe. C'est vrai qu'ils sont impressionnants.
Eh ben nous, on est fiers de vous aussi. On pourrait continuer longtemps. N'hésitez pas, après cette conférence, si vous souhaitez poser des questions aussi à Michel. Merci beaucoup, Michel. Merci, Jocelyne. Merci, Grégoire. Merci, Astrid. Merci, Camille. Merci infiniment pour cette présentation et bravo. Onward.